à ce que les Américains ne donnent plus. Donc je crois que les Européens sont toujours fermement aux côtés de l'Ukraine. On peut ajouter tous les plans de la coalition des volontaires, vous savez, qui se déploieraient en cas d'accord de paix. Donc le job est fait. Par contre, effectivement, ce que les Européens ne veulent pas faire, c'est une question de volonté. Ils ne veulent pas se mettre en situation où littéralement, où ils entreraient dans une forme de conflit, au moins diplomatique, avec Vladimir Poutine. La meilleure preuve, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même, et je pense que la critique de Volodymyr Zelensky visait quand même Emmanuel Macron, puisqu'il a dit qu'il était temps de réintroduire Vladimir Poutine dans la discussion. À la table des négociations. Et dans le SMS que Donald Trump a dévoilé, il était question d'une possible rencontre à Paris, et l'entourage d'Emmanuel Macron a reconnu que peut-être la Russie aurait pu y être associée. Donc il était possible d'un G7 avant le G7 où la Russie pourrait venir. Mais néanmoins, disons quand même une chose qui est évidemment insupportable à entendre pour les Ukrainiens, c'est que si on parle de paix, on parle avec la Russie. Et puis on parle de garantie aussi de sécurité. À l'instant, Volodymyr Zelensky dit, il dit en tout cas, il n'y a pas de garantie de sécurité sans les États-Unis. Les États-Unis, je vous le rappelle, ont dit les garanties de sécurité, ce sera avec les Européens. Donc pardon de parler du serpent qui se mord la queue, mais on en arrive toujours au même endroit. En revanche, il y a un événement très important qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est cette situation autour du Groenland. On a vu Donald Trump sur la situation au Venezuela. On a vu que ce que veut Donald Trump, vraisemblablement, il l'obtient. Qui a dit « La Crimée est tout aussi importante pour la sécurité de la Russie que le Groenland l'est pour les États-Unis ». C'est Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov a dit cela. Lors de sa conférence de presse annuelle de début d'année. Ça va être difficile maintenant pour les Américains de justifier l'injustifiable. Comment on fait ? Oui, mais on voit bien quand même que la rhétorique russe, elle saisit tout ce qui passe à sa portée, toutes les situations internationales pour les retourner à son avantage. Et c'est avouez que la question du Groenland est tout de même édifiante après celle du Venezuela. Pourquoi ne pas sauter sur l'occasion ? C'est vrai que là, avec cette affaire du Groenland qui se termine finalement un peu mezzo voce, les Russes ont un argument. Trump a fourni aux Russes des éléments de langage, si je puis dire, pour expliquer qu'au fond, la loi du plus fort et l'espace vital pour les États les plus puissants était quelque chose de respectable et en tout cas de légitime, et que finalement, la démarche qui a été celle de Poutine en attaquant l'Ukraine est celle que pourrait avoir eu Trump s'il avait été au bout de son action. Bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même étiage, mais évidemment, sur le plan de la discussion, sur le plan de l'argumentation, c'était facile pour le Kremlin d'utiliser ça. Je vous rappelle que les Russes, après que Donald Trump ait récupéré le président vénézuélien dans son lit alors qu'il dormait avec son épouse, les Russes ont quand même dit on pourrait faire la même chose avec le chancelier allemand. Effectivement, c'est de la difficulté d'être unis avec les alliés. Il y a aussi la question de ce conseil de paix. Aline Lebaille-Kramer, c'est l'actualité du jour. On a vu cette signature inaugurale avec Donald Trump qui était bien entouré. Hier, lors de son discours, il a dit la Russie a été invitée. Vladimir Poutine a dit qu'il y participerait, bien évidemment. Vladimir Poutine répond. Il disait que le ministre des Affaires étrangères a étudié la question. C'est ce que dit Vladimir Poutine. C'est pas ce que dit Donald Trump. Donald Trump dit c'est bon, ils vont venir. Mais Vladimir Poutine dit pas ça. Dans quelle position est-ce que ça met le président américain par rapport au président russe ? Je crois que c'est pas exactement ça le sujet. Ce Board of Peace, il a d'autres objectifs, à mon sens, que de se positionner par rapport au Kremlin, oui ou non. C'est pas ça le sujet de cette institution en devenir. En revanche, ce qui pose question, c'est dans l'idée de Donald Trump, c'est de mettre les deux, finalement, Volodymyr Zelensky et Vladimir réunis. Ça n'arrivera pas. Les Ukrainiens ne l'accepteront pas, parce qu'ils ont vraiment un principe, et ça vaut pour tous les points que nous sommes en train d'évoquer, parce que qui connaît le mieux les Russes quand même dans cette équation, ce sont les Ukrainiens, et ça fait 300 ans qu'ils y sont. De parler avec Poutine ou avec le Kremlin ne l'arrêtera pas, ne fera que le renforcer. Donc tout
tout ce qui va dans ce sens-là ne fait qu'éloigner une perspective d'arrêt des combats et en particulier d'arrêt des bombardements sur les civils ukrainiens. Donc c'est quand même un sujet majeur. Encore une fois, ils ne sont pas dans des caprices, dans des postures, dans des théories littéraires. Non, c'est très concrètement, ça fait... Je rappelle par exemple un chiffre, selon les derniers sondages quand même assez sérieux, assez indépendants en Ukraine, 70% de la population pensent qu'ils sont victimes d'une agression génocidaire, que la Russie veut détruire l'Ukraine. Donc ce n'est pas un cadre, aussi sympathique soit-il sur le papier ou avec un joli bolduc autour et avec les mots paix, négociation et dialogue dans la charte, qui fera freiner cette pulsion ravageuse qui anime le Kremlin et les forces russes à l'endroit des Ukrainiens et au-delà de l'Ukraine, à l'endroit de l'Europe. Donc il y a, pardon, mais comme j'y vais souvent quand même sur le terrain, comme on dit, il y a aussi un décalage ubuesque et parfois de l'ordre de la dystopie soviétique que ressentent les Ukrainiens quand ils regardent les débats qui sont menés ici, ou ces réunions, ces commentaires, dans tous les cadres. Il y a quelque chose d'ubuesque parce qu'il est très clair pour l'immense majorité de la situation, de la population et donc de la situation, que tout ce qui va dans le sens de l'apaisement de ces forces qui veulent détruire à peu près tout l'Occident, de voir... Voilà. On le comprend aisément, mais pour négocier, il faut être deux. Quand il y a une guerre entre deux... Non. Pardon, Aline Lebaille-Crémer, mais ce n'est pas vrai. Historiquement, ce n'est pas vrai. Non. Généralement, pour négocier, quand on fait la guerre, il faut être deux, il faut être d'accord. Et on voit que ça ne marche pas, toutes ces déconnations. Historiquement, pardon, parce que ça, c'est le grand tube. C'est le grand tube du moment. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a beaucoup de guerres, et notamment les plus aiguës qui ont eu lieu sur ce continent, qui ne se sont pas réglés du tout par de la négociation. Ce n'est pas vrai historiquement. Je vois mon voisin acquiescer. Voilà, je le remercie. Mais ça, c'est quand même, c'est une. Est-ce qu'on peut imaginer alors ayons ce. Si c'était imaginable, les Ukrainiens auraient sauté dessus dès les premiers. Mais très rapidement parce que on va faire un rappel des titres très vite, mais on va continuer de l'évoquer. Est-ce qu'il peut y avoir une issue à ce conflit si les deux co-belligérants ne sont pas à la table des négociations? Est-ce que vous imaginez très clairement que cette guerre va s'arrêter si les Russes et les Ukrainiens ne sont pas ensemble à la table des négociations? C'est même le seul moyen d'arrêter le fait de ne pas faire cette rencontre. C'est même le seul moyen. On voit dans les milieux diplomatiques européens, en deux mots, cette illusion persistante depuis maintenant bientôt 4 ans que une rencontre Poutine-Zelensky va tout régler. Pas du tout. Ce qui va régler le sujet, c'est le rapport de force et rien d'autre.